Vous connaissez le rock'n'roll. Voilà à quoi ressemblent les gens qui ont inventé le genre, et voilà à quoi ressemble son représentant le plus populaire. Et le blues, voici les pionniers, et voilà la star planétaire. Vous avez remarqué un truc? Alors, on poursuit avec le jazz, voici les fondateurs, et voici le visage le plus bankable. Et attention, ça marche aussi avec le disco, la house, la techno, et quitte à risquer une bagarre avec des Américains dans les commentaires, même la country c'est pareil. Historiquement, c'est toujours la même chose. Des musiques inventées par des Afro-Américains qui avec le temps sont repris, digérés et adaptés par des artistes blancs tellement efficacement que le public finit par associer le genre non pas avec les gens qui l'ont créé, mais à ceux qui étaient les plus médiatisés, les plus marketés. Et qu'en est-il du hip-hop? Voici une légende, une grosse légende, une autre légende, encore légende et légende. Et voilà maintenant le représentant le plus populaire du genre, Eminem. Alors oui, lui aussi c'est une légende, mais le contraste est là, impossible de ne pas le voir. Et dans le rap français c'est la même chose. T'as beau avoir Nino, SDM, Damso qui se battent au sommet, ceux qui rapportent le plus c'est eux. Ok, je rigole. Enfin, à moitié, parce que le rappeur le plus écouté, c'est Jul. Les plus grosses ventes de billets de concert, c'est Orelsan, Nekfeu, Big Flo et Oli. Dinos, pour remplir son Accor Arena, il est obligé de mettre les billets à 0€. Gims, ok, c'est le deuxième, mais même lui, il comprend pas. Je comprends toujours pas pourquoi autant de blancs me kiffent. Attention, je n'ai absolument rien contre les blancs qui rappent. J'étais moi-même un blanc qui rappe. Je suis jamais triste, même quand la vie est hard. Je ne pleure pas frère, j'arrose ma barbe. Non, le vrai problème que j'ai, c'est avec les rappeurs de blancs. Non pas les blancs qui rappent. Vous voyez la différence? Par exemple, ça, c'est un blanc qui rappe, et ça, c'est du rap de blanc. Alors, le problème, c'est même pas le manque d'authenticité, ça, à la limite, on s'en fout. Non, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que, en fait, certains rappeurs blancs ne comprennent même pas, ou font semblant de ne pas comprendre, le privilège qu'ils ont. Et je comprends que ça peut être assez insultant pour les blancs qui rappent. Dire que c'est plus facile quand t'es blanc, c'est insultant pour les blancs qui vendent pas de l'année. Vous êtes d'accord ou pas? Vraiment, c'est un point de vue, on est là pour débattre, il y a rien d'absolu. Et il y a une vraie raison pourquoi les rappeurs blancs que j'ai cités ont connu le vrai succès. Une raison évidente, mais presque gênante à dire tellement ça saute aux yeux. Je sais pas si c'est en France ou si c'est l'humain, mais en tout cas le blanc écoute plus facilement le blanc. En fait, le public blanc adore soutenir les rappeurs blancs. Et c'est factuel, c'est indiscutable. Et avant que ça parte dans les débats et que ça commence à m'insulter dans les commentaires, il y a des grosses chances que ton rappeur blanc préféré l'a déjà admis. D'ailleurs, super intéressant, dis-moi dans les commentaires, c'est qui ton rappeur blanc préféré à part Eminem? Un des cas les plus intéressants dans le rap blanc, c'est Mac Miller. Alors attention, jamais je ne dirai un seul mot négatif sur Mac. Mais le jeune Mac, au début de sa carrière, il a clairement joué avec l'idée du white rap comme un sous-genre. Le mec a dit que c'est la même chose en NBA. Quand il y a un joueur blanc dans l'équipe, tous les blancs le supportent lui. Et je trouve ça tout à fait normal. Je me souviens être parti en tournée et faire des concerts. Et dans un gros campus, j'étais leur premier concert de rap. 6000 étudiants. Et je suis le premier concert hip-hop parce que je suis blanc et college friendly. Ça a toujours été un démon pour moi. C'était dur de savoir que parce que j'étais un mec blanc, je vendais plus facilement et j'étais plus marketable. Ça me plaisait pas. Je voulais passer par les mêmes galères que tout le monde. T'as envie de poser la question, mais pourquoi t'as envie de galère? Tu kiffes? Mais maintenant, parlons d'Eminem. Alors, ces derniers albums là, bon, ils prennent un peu des torrents de critiques négatives. Les fans eux-mêmes disent que ça y est, c'est plus trop ça. C'est un peu trop technique, trop froid, trop démonstratif. Et pourtant, quand tu regardes les classements, il est toujours au-dessus. Alors, est-ce que c'est parce que vraiment ces albums en réalité sont super bons, ou alors c'est juste parce que l'Amérique blanche soutient son rappeur blanc préféré? Est-ce qu'il pourrait sortir par exemple un album où il lit juste des mots compliqués du dictionnaire et tout le monde sera là en mode oh c'est le Messie? Avec Orelsan en France, j'ai un peu l'impression de vivre la même chose. Multiplie tes ventes par 3, t'as la moitié de ma première semaine. Quoi qu'il sorte, ça marche. Alors Eminem lui-même a un peu donné la réponse à ma question dans son morceau White America. Faisons le calcul, regarde mes ventes. Si j'étais noir, j'aurais vendu la moitié. Et pas besoin d'avoir un doctorat en sociologie pour comprendre le truc. Eminem est le rappeur qui a vendu le plus d'albums de toute l'histoire, avec une avance complètement indécente. Il a été nommé 7 fois aux Grammy Awards pour meilleur album et il a gagné 6 fois. Mais bon, il y a quand même un détail essentiel qui distingue le rap de tout ce qui s'est passé avant. Contrairement au rock, jazz, blues ou disco, le rap n'a jamais vraiment réussi à être blanchi. Personne n'a réussi à le récupérer totalement et à le reconditionner pour les vitrines. Le succès de Marshall Mathers dans les années 2000, c'est plus une anomalie statistique qu'un tournant culturel. C'est une exception, pas une règle. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui s'est passé après lui. Depuis Eminem, il n'y a pas eu un seul rappeur blanc qui se soit approché ne serait-ce qu'à moitié de ce niveau de notoriété. Ni en reconnaissance mondiale, ni en succès commercial. On va essayer de comprendre en fait, c'est quoi être un rappeur blanc?
que ce soit aujourd'hui, dans les années 80, dans les années 90. Alors mets un gros like si tu kiffes Eminem. Dans les commentaires, je veux du débat cool et constructif. Balancez-moi des infos que j'ai omis de dire et surtout faites-moi rire. Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi on n'aura plus jamais un second Eminem ? Alors, c'est parti! Alors, historiquement, le hip-hop n'a jamais été une feuille blanche sur laquelle n'importe qui pouvait écrire ce qu'il voulait. Dès sa naissance, cette culture s'est construite autour d'une esthétique, de codes et de références afro-américaines. Elle a été créée par des artistes noirs, lors des soirées majoritairement noires, dans des quartiers noirs, situés dans des villes blanches. Le décor est important. Le hip-hop parlait avant tout des problèmes vécus par la communauté noire. Il était accompagné d'éléments culturels bien plus proches de l'univers noir que de l'univers blanc. Le graffiti, les expressions, les mots utilisés, le breakdance, ce n'était pas juste de la musique, c'était un langage complet. Et avec le temps, des éléments encore plus frontaux ont commencé à s'y greffer. C'est la politique, l'afrocentrisme, la conscience sociale, et puis un peu plus tard, à partir des années 90, c'est le gangsta rap qui est venu rajouter de l'huile sur le feu. Mais bon, on va pas transformer cette vidéo en un cours magistral sur le rap, je suis pas autant connaisseur, je suis juste un gros amateur, mais petit rappel utile. Dans les années 80, donc avant l'explosion massive du rap social et du gangsta, il n'était pas du tout aussi inoffensif qu'on aime le faire croire aujourd'hui. Un exemple parfait, c'est The Message de Grandmaster Flash et The Furious 5. Avec un beat dansant presque joyeux, le morceau racontait frontalement la galère de la vie dans le ghetto. Il a ouvert la voie à toute une génération d'artistes qui ont compris qu'on pouvait faire bouger les têtes tout en racontant ce qui se passait mal dans la société. Et un an plus tard, nouveau séisme, c'est Run DMC. Il débarque et il donne naissance à une nouvelle version bien plus agressive du hip-hop. Ce n'est pas seulement le beat qui change, ni la manière de poser. En fait, les textes évoluent. Ça ressemble plus à un battle permanent, des clashs, et sans adversaire précis. Comme si, en fait, le monde entier était devenu l'ennemi à clasher. Et à partir de là, le décor est planté. Et ce décor n'a jamais été pensé pour être neutre. Et vous allez me dire, elle est blanc. Il faisait quoi pendant tout ce temps? À la télé, y'a que des bouffons, c'est pire que la discrimination. Heureusement, on a une mission, foutre l'emmerde. Parce que quand l'aurait pas remarqué, je suis un rappeur, c'est pour ça que j'ai un bonnet. Alors, avant Eminem, le rap blanc, tout au début, c'était un joyeux bordel de mélange de genres. D'un côté, quelques tentatives sincères, honnêtes, vraiment investies, des mecs blancs qui essaient de pratiquer l'art avec respect et sérieux, et de l'autre, c'est un carnaval. De la bouffonnerie pure, des produits commerciaux totalement vides, conçus uniquement pour encaisser du cash et c'est tout. La toute première personne blanche à rapper sur un morceau commercial, c'est Blondie. Cette meuf blonde toute fine qui name drop Fab Five Freddy tout en dansant comme une daronne complètement torchée à un afterwork. L'exemple de Blondie, c'est un énorme bug encore dans la timeline. Parce que c'est le tout premier morceau avec des éléments hip-hop à atteindre la première place des charts américains. Debbie Harry a débarqué, elle a montré au monde entier qu'on peut générer des montagnes de cash en rappant. Oui, le premier méga succès commercial du rap, c'était Blondie. Une femme blanche. À l'époque, le hip-hop ne passait pas du tout pour une musique de l'avenir. L'industrie regardait ça plutôt en mode bizarre, un truc qui allait disparaître aussi vite qu'il est apparu. Les labels n'ouvraient pas exactement les bras pour la normalisation du rap. Alors cette Blondie, d'un côté, elle a énormément aidé le hip-hop, parce qu'elle l'a fait découvrir. Ça a attiré un public énorme, des gens qui n'auraient jamais mis les pieds dans une block party du Bronx. J'ai entendu dire que BPC, ça voulait dire Batman, ça pogne le cul, Batman, ça... Fuck! Fuck! Oui, fuck! Ben, je sais pas bien. Alain, c'est un bon rappeur. Bah ça a rendu le genre beaucoup plus visible, plus acceptable et plus vendable. Mais de l'autre côté, chaque vague de popularisation portée par des artistes blancs provoquait un petit dégoût amer chez ceux qui faisaient vraiment partie de la culture. Le sentiment était toujours le même, c'est nous, on a inventé le truc, on a mis toutes nos tripes, nos vies, nos galères, nos identités, et vous débarquez après, vous encaissez l'échec, c'est ça. Eh fragile, t'es belle comme une aubergine. Tous les jours je te mate au rayon patate. Mais attention, si tu me graves, je t'en vas direct dans les goyaves. Et un des exemples les plus parlants de cette frustration permanente, c'est très clairement ce groupe-là. Les Beastie Boys. Ces gars deviennent les auteurs du tout premier album hip-hop à atteindre la première place des charts américains. Dit comme ça, c'est historique. Un vrai moment charnière pour le genre du hip-hop. Bon, à condition de fermer les yeux un peu sur certains détails. C'est que déjà, ils mélangeaient le rap avec le rock. Et aussi le fait que leurs textes étaient à des années-lumière des thèmes centraux du rap de l'époque. Ah, on n'était pas exactement sur un manifeste social du Bronx. Et dans l'ombre de ce succès, il y a un homme que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Rick Rubin, le producteur barbu, le gourou du minimalisme. Sauf qu'à l'époque, il n'avait ni barbe, ni aura mystique, et surtout, il était dans le dur.
Rick Rubin comprend vraiment quelque chose de hip-hop, parce qu'il est très proche de Russell Simmons. Et ensemble, ils fondent le label Def Jam, qui va devenir l'un des piliers absolus de l'histoire du rap. Russell Simmons, de son côté, c'est déjà un producteur solide de Run DMC. Et donc si on relie les points, le schéma est assez clair. Rick Rubin repère des punks blancs de classe moyenne de New York, il fusionne leur énergie brute avec le hip-hop, puis avec Russell Simmons, il les propulse sur Def Jam tout en obtenant la bénédiction de Run DMC. Rien que ça, c'est de la stratégie parfaite. Et donc en résultat, on a License to Ill. Oui, c'est cette pochette, celle dont Eminem s'inspira pour son album Kamikaze. Et c'est surtout l'album qui va attirer massivement l'attention de l'Amérique blanche pour le rap dans les années 80. Mais soyons honnêtes, malgré ses qualités, c'est une musique qui est largement blanchie. Et pendant très longtemps, elle a divisé la communauté. Les puristes voyaient les Beastie Boys comme des clowns, des types qui caricaturaient la culture et transformaient un genre socialement important en comedy show. Et les autres, au contraire, ils y voyaient un immense champ de possibilités. License to Ill prouvait que le rap pouvait se mélanger à d'autres genres, sans devenir un gadget ridicule, comme ça a pu être le cas avec Blondie. Et faut dire aussi que les Beastie Boys se sont largement réhabilités 3 ans après avec leur album Paul's Boutique, un album devenu culte, beaucoup moins rock, beaucoup plus rap, plus travaillé sur les textes, l'esthétique, les flows, tout ça. Et même les sceptiques sur ce coup-là, ils ont ravalé un peu leur mauvaise foi. Alors le respect, c'est bien, mais parlons d'un autre cas de figure où je sais pas comment il a fait pour survivre avec 0 respect et beaucoup de popularité. Et le hip-hop, en tant que genre intimement lié à l'argent, il est devenu avec le temps une véritable mine d'or. Et comme toute mine d'or, il a attiré des gens prêts à creuser, même sans respecter le terrain. Oui, on pouvait gagner de l'argent en parasitant cette jeune culture. Et l'exemple ultime, vraiment le cas d'école, la mascotte officielle, c'est Vanilla Ice. Vanilla Ice était littéralement l'opposé du rappeur authentique. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il ressemblait énormément à des rappeurs opportunistes d'aujourd'hui. Il avait tout, comme par exemple une meuf superstar, une coiffure improbable, des fringues absurdes, des rôles au cinéma, des tonnes de merchandising, des scandales dans sa biographie, des scandales de vol des samples, des scandales où Suge Knight a voulu le balancer par le balcon. Ah ça par contre, dans les années 90, c'est tout à fait normal. Go ninja, go ninja, go. Bref, donc Vanilla Ice, il incarnait exactement ce que les puristes redoutait le plus. C'est le scénario du rock'n'roll. Celui où Elvis, il secoue les hanches 5 minutes et il devient le roi d'un genre en interprétant une musique qu'il n'a même pas créée. Et le pire, c'est que, objectivement, Vanilla Ice, il rappait plutôt bien. Ce qui rendait le truc encore plus énervant pour les puristes. D'ailleurs, j'ai créé une playlist rap de blanc pour mieux comprendre et accompagner cette vidéo. Je vais mettre le lien dans mon Telegram, donc n'hésitez pas. Le règne de Vanilla Ice a duré environ 1 an. Puis il est devenu une parodie de lui-même. Et aujourd'hui, il occupe tranquillement la case nostalgie, quelque part entre Souvenirs gênants et Crazy Frog version humaine. Alors, parmi d'autres rappeurs blancs de cette époque, impossible de ne pas citer House of Pain. Formé au début des années 90 par des descendants d'immigrés irlandais, et tu connais forcément le morceau Jump Around. Le groupe a eu une carrière éclair de 3 albums, puis chacun est parti de son côté. Everlast s'est converti dans la carrière pop rock blues, et il a trouvé un certain succès. Et DJ Lethal, lui, il est devenu membre permanent de Limp Bizkit. Comme quoi, dans le rap des blancs, on ne devient pas toujours une légende. Donc, les années 90 ont été un trampoline un peu bancal pour les rappeurs blancs. Les noms les plus visibles transpiraient souvent une petite odeur de cringe, pendant que des mecs vraiment solides, ils faisaient un concert devant 5 personnes. En gros, c'était soit t'es gênant, soit t'es invisible. Et puis, il s'est passé ça. I'ma tell you this for your own benefit. You shit was dope as hell, especially when you wrote 90% of it. What you need to do is practice on your freestyle. When you come out missing like Snoop Dogg's police. Ouais. Eminem a débarqué. Alors j'ai déjà fait une vidéo entière sur Eminem l'année dernière, où je répondais à la question de qui est Eminem. Aujourd'hui on va plutôt parler de ce qu'il représente. Parce qu'Eminem ce n'est pas seulement une enveloppe physique, genre un blondinet énervé sorti des quartiers noirs de Détroit. Eminem c'est une constante, une valeur absolue. Eminem était partout, tout le monde parlait de lui. C'est le premier artiste à provoquer une hystérie de masse autour du hip-hop, à telle échelle que l'audience globale du rap a quasiment doublé après sa trilogie mystique. Et attention, nuance importante, l'intérêt pour le hip-hop n'a pas explosé grâce à Eminem par magie. Non, il montait déjà tout au long des années 90. Simplement, chez les rappeurs blancs, il ne se passait pas grand-chose. Pendant ce temps-là, le rap mainstream, lui, il écrivait une épopée. Les années 90, c'était la guerre des côtes, East contre West. C'est Tupac contre Biggie, Dr. Dre, Nas, Jay-Z, Snoop Dogg, Diddy, qu'on le veuille ou non. Donc des blocs culturels,
Des piliers en béton armé sur lesquels toute une génération a grandi. Des artistes qui ont injecté vraiment de la vraie vie dans le hip-hop. Les années 90, c'est l'époque où le rap a commencé à fabriquer des superstars à la chaîne. Des figures auxquelles tu t'attaches et pour lesquelles tu peux pleurer ou même te battre dans une réelle si quelqu'un l'insulte. Je vous jure, vraie histoire. J'ai déjà fait sortir un pote de ma voiture sur l'autoroute et je l'ai abandonné sur le bas-côté d'une autoroute parce qu'il a mal parlé de Tupac. Mais il dit, je m'excuse, mais fallait bien parler. Et Eminem, au fond, c'est un sous-produit direct de ce rap-là. Son rapport au hip-hop ressemble presque à une relation sacrée. Une passion qui exige une honnêteté totale, valorise le sacrifice personnel et ne pardonne aucune faute. Il est arrivé sur un territoire qui n'était pas le sien, en sachant très bien qu'on l'y attendait pas et qu'on n'en voulait pas vraiment. Et malgré ça, il est devenu l'un des visages principaux du game. Et surtout, il a gagné un truc que jamais l'argent, les ventes ou les classements ne garantissent. C'est R-E-S-T-E-C-P. Respect. Et quand tu regardes comment naissent les œuvres les plus cultes de l'histoire de la musique moderne, tu finis par repérer un pattern assez fascinant. Les plus gros cultes ne sont jamais créés par les insiders. Ils viennent des outsiders. Je ne parle pas d'un culte de consommateurs, mais d'un culte d'adhésion idéologique. C'est vrai pour le punk, c'était vrai pour le grunge, et c'est exactement ce qui s'est passé pour le rap. Eminem est arrivé dans le rap depuis le néant. Et quand on y pense, c'est assez logique. Détroit n'était absolument pas un territoire associé au hip-hop. Il n'y avait pas la culture de la Californie, ni le poids symbolique de New York, pas l'identité de Memphis, et même pas la singularité d'Atlanta. Le seul truc que cette ville pouvait vraiment t'apprendre, c'était soit de partir à temps, soit de survivre. Et cette compétence-là a façonné Eminem plus que n'importe quel manuel du rap. Il n'était ni un hustler, ni un combattant, ni un gangster, ni un lover, ni un roi de la fête. Il était un outsider pur, qui faisait tomber son froc quand il arrivait sur scène. Voici mon gars sûr, Eminem, aka Slim Shady. Un blanc de classe ouvrière dans un quartier noir d'une ville pauvre. Son rap ne reposait pas tant sur les codes traditionnels du genre, mais plutôt sur l'autodestruction, la rage et une honnêteté violente. Et contre toute attente, ça a marché. Beaucoup de blancs ne comprennent pas, et quelques-uns comprennent. Moi, j'aime pas m'attarder sur la couleur de ma peau. Être là à dire « Oh, je suis blanc !» Et donc bien sûr, si on ajoute à ça la bénédiction de Dr. Dre, probablement le producteur le plus important de sa génération, si on ajoute des skills techniques absurdes, Eminem, il ne rappait pas seulement vite. Il rappait avec une précision chirurgicale, empilant des schémas de rimes complexes comme un Tetris mental. Eminem savait choquer. Il savait exactement quelle ligne allait faire grincer les dents dans le grand public. Il utilisait ce malaise comme un levier. Il est devenu marginal ultime dans le genre le plus marginal de l'époque. Donc en résumé, c'était un rappeur ultra technique, soutenu par le meilleur producteur du moment, qui raconte sa vie en y injectant une noirceur brute, un anti-héros, donc un outsider. Difficile d'imaginer un modèle plus puissant dans un genre ultra masculin qui parle avant tout aux ados et aux jeunes adultes. Et en un temps record, Eminem est devenu un monstre culturel, tellement énorme que tout le monde a fini par le respecter. Des jeunes concurrents aux vétérans du hip-hop, qui ont commencé à le placer dans des tables de légende aux côtés de Tupac et Biggie. Et comme souvent, cette lumière aveuglante avait un second effet un peu pervers. Le simple fait qu'Eminem existe a verrouillé la simple possibilité qu'une autre star de rap blanc existe à l'époque. Même si, paradoxalement, de plus en plus de blancs ont commencé à écouter le hip-hop. La seule personne qui a vraiment réussi à battre Eminem à son prime, c'est Eminem lui-même. Son rôle culturel s'est progressivement un peu érodé, surtout après la sortie de The Eminem Show, et comme si ça ne suffisait pas, son addiction au dro-dro s'est aggravée au point de le conduire presque à sa mort. Ouais, donc la légende était en train de se fissurer. Et pendant ce temps-là, le rap était dans une nouvelle phase, l'ère de l'innovation. Atlanta débarque sur la carte. L'underground cesse d'être une cave humide réservée aux puristes et devient une véritable rampe de lancement vers le mainstream. De nouvelles superstars émergent. Et surtout, certains artistes font tout pour empêcher le rap de rester coincé dans les mêmes règles musicales qu'un vieux règlement intérieur. Les codes se réécrivent en temps réel. À peine tu t'habitues à un son, qu'un autre arrive. À peine tu commences à admirer la technicité des mecs comme Eminem ou Jay-Z que débarquent des artistes qui à première écoute donnent l'impression de ne même pas savoir rapper. Et pourtant, ça marche. Donc l'école Eminem se retrouve bizarrement sans élèves. Pendant un temps, personne ne reprend vraiment sa formule. Tout ça devient moins pertinent à partir du premier grand triomphe de Kanye West. Et la seconde moitié des années 2000 voit le genre exploser dans toutes les directions. Mais sans la participation active des artistes blancs. Une situation qui rappelle étrangement les années 90. Alors oui, effectivement, il y a eu quelques exceptions comme Paul Wall par exemple, mais globalement le mouvement avance sans eux. Et il avance très vite. Désormais, le rap,
c'est une musique dominante. Mais c'est surtout dans les années 2010 que les blancs font le retour dans le rap. En France, on a les sales blancs, ou encore Orelsan qui a décomplexé des milliers de jeunes rappeurs blancs. Il a ouvert la porte à un 995, puis ensuite Nekfeu avec ses mèches et ses casquettes, il a décomplexé tout le monde. En fait, les blancs, ils ont arrêté de faire semblant de faire partie de la culture. Ils ont commencé à s'assumer, et même à assumer leurs faiblesses. J'aime la jouer cool parce que je suis pas vraiment chaud. Qui croirait que j'ai vraiment le niveau? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour le mouvement Black Lives Matter? Je fais pas grand chose. Je suis pas vraiment un mec des causes. Honnêtement, je sais même pas ce que je devrais faire. C'est une réponse très honnête. Donc dans les années 2010, le rap de blanc se réveille tout d'un coup. Déjà parce que beaucoup ont compris qu'Internet pouvait remplacer un label, et ensuite parce que justement les labels, ils cherchaient un nouveau Eminem. Le problème, c'est que personne ne savait comment on fabrique un nouveau Eminem. Du coup, la tentative la plus proche, ça a donné ça. Macklemore, ouais. Avec lui, on a vraiment touché le sommet. Avec le producteur Ryan Lewis, ils ont sorti des énormes hits, sans gros label, aligné des clips avec des centaines de millions et même des milliards de vues. Et il a même gagné le Grammy du meilleur album de rap de l'année. Et cette victoire reste jusqu'à aujourd'hui une des décisions les plus catastrophiques des Grammy Awards. Alors, je t'explique. Objectivement, l'album de Macklemore, il était pas mauvais. C'était un disque correct, bien produit, qui mélangeait rap, indie pop, comme on aime. Mais ça sentait la musique blanche un plein nez. Le pop rap, ça passait crème à ce moment-là. Kendrick Lamar pouvait faire un feat avec Imagine Dragons ou Taylor Swift sans déclencher une guerre civile. Le vrai problème, c'était pas Macklemore. C'était la concurrence. Cette année-là, face à lui, il y avait Kanye West, Kendrick Lamar, des albums qui sont aujourd'hui considérés comme des fondateurs de toute une décennie. Même une victoire de Drake aurait été mieux digérée. Mais ne pas donner la statuette à Kendrick, et encore moins à Kanye, c'était un crime culturel avec circonstances aggravantes. Et Macklemore lui-même l'avait reconnu. Il a dit publiquement que Kendrick s'est fait voler le Grammy. Mais trop tard, et limite, il aurait pas dû, parce que publiquement, il s'est fait démonter. L'opinion publique avait besoin d'un coupable, donc il est devenu le bouc émissaire parfait. Donc sa musique a commencé à être perçue comme une anticulture presque hostile au rap. Et Macklemore a continué à verser de l'huile sur le feu. Il est devenu le rappeur préféré des hipsters woke blancs sur Twitter. Dans ses morceaux, il abordait le racisme, les inégalités, le capitalisme, le droit LGBT. Alors c'est très bien, mais il le faisait de manière tellement maladroite, tellement superficielle, de s'il vous plaît, pardonnez-moi, que personne n'y croyait. Et c'est vrai que dans le rap blanc, on a commencé à s'y perdre. Et même Eminem, il a fini par perdre son aura approchant de la cinquantaine. Ouais, malheureusement, à un moment, il est devenu un pop rappeur de plus. Un mec qui choisit ses prods sans goût, qui ne capte pas l'air du temps et qui tourne en rond dans l'autoréférence. Alors, désolé pour ses fans, c'est bien ce qu'il fait, mais faut être objectif. Alors, The Marshall Mathers LP2 était franchement correct, mais Revival, Kamikaze, Music to be the Murdered by, et le dernier, The Death of the Slim Shady, ces derniers albums sont assez flous, mal équilibrés. On dirait qu'en fait, il passe son temps à parler à son reflet dans le miroir. En fait, je ne comprends pas pourquoi Marshall essaye à tout prix de se rajeunir avec des trap beats génériques, vides, au lieu, en fait, au contraire, d'assumer sa maturité artistique. C'est clairement le syndrome de « Hello, fellow kids ». Alors, bien sûr, il faut pas oublier qu'il y a des rappeurs blancs qui sont super bons. C'est pas les gars qui battent des records de vente. Beaucoup d'entre eux sont solidement ancrés dans l'underground, comme par exemple Action Bronson, Lil Ugly Mane, A$AP Rock, à ne pas confondre avec A$AP Rocky. Des mecs pour lesquels, étrangement, personne ne pose de questions existentielles. Personne ne leur demande s'ils sont légitimes. Ils font juste leur musique, ils respectent la culture et ils ne cherchent pas à devenir le nouveau messie du rap blanc. Et du coup, ils sont juste respectés. C'est simple. Alors, s'il y a une figure du rap blanc des années 2010 qui cachait toutes les bonnes cases, c'est Mac Miller. Il était respecté, il avait énormément d'écoute et il a quasi réinventé le game. Et c'est pas par hasard, parce que Mac, c'est le prototype du rappeur de l'ère de l'internet sincère. Un peu à la Tyler, the Creator. Un artiste qui grandit en même temps que son public et qui sait exactement de quoi parler au bon moment. Alors peut-être que la comparaison n'est pas ouf, mais c'est un peu le Harry Potter du rap, tu vois, il grandit avec toi. C'était un rappeur qui ne jouait pas au mec cool, il ne vendait pas un personnage. Il parlait directement au cœur des gamins simples, discrets, un peu paumés, exactement comme lui. Et oui, dans l'approche, il y a ce lien avec Eminem, mais la trajectoire est différente. Marshall visait haut et fonçait droit devant, en mode bulldozer. Mac, il a rassemblé des outsiders comme lui dans une zone de confort commune, sans chercher à devenir le nouveau Eminem, sans essayer de sauter au-dessus de sa condition. Il ne courait pas après les tendances, c'était juste le gars du coin qui faisait une musique
extrêmement touchant. Et du coup, pour beaucoup de ses fans, Mac, c'était un vrai compagnon de route. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Il y a aussi un énorme côté faux cul dans tout ça. Parce que surtout depuis sa mort, tout le monde est soudainement ravi de raconter à quel point Max était un génie, c'était une légende. Mais ce n'était pas du tout le cas du temps de son vivant. Parce qu'en réalité, Mac Miller n'a eu qu'un seul album numéro 1, c'est Blue Side Park en 2011. Et il est sorti en plein pic de ce qu'on appelait à l'époque le frat rap. C'était la grosse vague des succès de tous les rappeurs blancs comme Woody Allen, Samuel Adams ou alors Asher Ross. Cette esthétique de rap en soirée étudiante, pas exactement le panthéon du hip-hop. Et donc ensuite, sa musique a évolué de manière impressionnante, album après album. Avec Swimming en 2018, il a réussi à créer un disque mature, profond, vulnérable. Mais au lieu d'être célébré par la culture, à ce moment-là, Mac a surtout été méprisé en réalité. Tout ça parce qu'il a osé sortir son album le même jour que l'album tant attendu de Travis Scott. Donc en réalité, c'est un peu triste. En fait, le succès des rappeurs blancs est assez court en réalité. Et cette fragilité crée des tensions entre eux, on dirait. Les rappeurs blancs entre eux, ils s'aiment pas. Et c'est une tradition qui remonte bien loin. Comme par exemple dans le clip de Third Base où ils tabassent un sosie de Vanilla Ice pour montrer à quel point ils aiment pas le rap de blanc. Et cette idée qu'il peut y avoir qu'un seul rappeur blanc populaire et respecté, bah ça crée des frictions. Au fil des années, tout le monde y est passé. Eminem contre Everlast, MGK contre Eminem, G-Eazy contre à peu près tout le monde. Et certains sont allés encore plus loin. Action Bronson et Paul Wall ont déclaré qu'ils détestaient personnellement écouter des rappeurs blancs, à l'exception d'eux-mêmes. Moi-même, je déteste écouter des rappeurs blancs. Et le plus cynique, c'est que ce sentiment ne vit pas simplement dans la tête des artistes. L'industrie musicale l'entretient volontairement. Elle met ces rappeurs blancs en concurrence directe, les oppose et les compare. Dès qu'un artiste blanc perce, on dit « c'est le nouveau Eminem ». Et il les pousse à se clasher, genre « ah, il y a un deuxième Eminem, allez, battez-vous pour savoir c'est qui le vrai Eminem ». Et tout ça pour une seule raison, c'est la vente et l'oseille. Alors pour répondre simplement à la question de « qu'est-ce que doit faire un rappeur blanc aujourd'hui ?» C'est très simple. Il faut arrêter d'être un rappeur. En fait, surtout au sens propre. Il faut arrêter d'essayer de jouer aux puristes, d'essayer de cocher toutes les cases, de vouloir être respecté par tout le monde. Il ne faut pas forcer une histoire qui n'est pas la tienne. Le rap n'est pas une identité à enfiler, c'est une langue. Pour certains, elle est plus maternelle, disons. Et pour beaucoup de rappeurs blancs, c'est une langue étrangère. Et parler une langue avec un accent, c'est pas du tout un défaut. Au contraire, ça l'enrichit. Et donc ceux qui s'en sortent aujourd'hui l'ont compris. Ils privilégient le ressenti au dogme, l'intuition à la démonstration, la vibe à la validation. Personne ne leur demande d'où ils viennent, on appuie sur play et ça marche, donc on va au concert et ça explose. Le rap blanc ne gagnera jamais en imitant, il existera enfin lorsqu'il assumera son propre accent. Braton. Allez, je sens qu'on va beaucoup discuter dans les commentaires et j'ai hâte. J'avoue, grosse vidéo, j'ai essayé d'être assez précis, de vous donner les bons exemples. J'espère que j'ai été assez clair. Mettez, s'il vous plaît, un maximum de likes. N'oubliez pas, pour les rappeurs blancs, à me le dire dans les commentaires. Moi, en tout cas, je vous fais un maximum de yagadaki. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Allez, moi, je vais m'écouter du Mac. Cet album, je vous jure.